Je suis content de vous avoir parce que je pense que vous. Soyez pas hypocrite non plus. Hein. Non, non, mais c'est. Cynique. Non, c'est. Ça vous va mal. Je pense être plus sincère que quand vous faites mine de ne pas viser Marine Le Pen par vos propos sur les condamnations pénales. Mais honnêtement, je suis content parce que je pense que vous incarnez une certaine transformation de la politique. Alors effectivement, c'est pas parce que je suis content que ça va être forcément très sympa ce que je peux dire, mais je pense que sous Giscard, on avait en politique des ingénieurs. On avait des types ultra capés, haut de gamme, et le pays se portait pas trop mal. Après, ça c'est contre moi, on a eu des avocats. Alors les avocats, c'est un peu moins bien parce qu'ils cherchent des causes et ils n'ont pas forcément sur tous les Comme vous, sujets, d'ailleurs. même si, exactement, c'est ce que je viens de dire. Mais ils n'ont pas forcément sur tous les sujets très techniques des connaissances très précises. Et je crains qu'on soit passé à l'ère des Instagrammeurs. Et je pense que Gabriel Attal, vous-même, un certain nombre de personnages politiques d'aujourd'hui sont en réalité des gens qui sont à la politique, ce que Léna Situation est à la mode, ou ce qu'un créateur comme Jacques Mu, par exemple, est dans le même secteur, c'est-à-dire des gens qui ont une très bonne maîtrise de l'image, un talent que je ne vous conteste pas, un talent oratoire, c'est pour ça que je pense que vous savez ce que vous dites quand vous le dites, mais qui au fond n'ont pas fait la preuve ni par leur formation ni par leur parcours de leur capacité à assumer les fonctions auxquelles ils aspirent. Alors. Et donc, vous avez compris ma question. Ma question, elle est toute simple. Vous avez dans ce pays, vous avez parlé il y a un instant des millions de Français qui souffrent, etc. Oui, effectivement, il y a des millions de petits chefs d'entreprise qui galèrent pour payer leurs charges, qui galèrent pour payer leurs salaires, qui galèrent pour avoir des clients. Il y a des millions de gens qui se tapent des métiers très durs et eux, ils connaissent une certaine réalité. Et en fait, moi, la question que je vous pose vraiment naïvement, c'est comment pensez-vous pouvoir gouverner des gens alors que vous n'avez aucune expérience d'aucune réalité concrète et difficile? Alors, Monsieur Consigny, je suis sur mon portable là, depuis quelques minutes. J'étais pas sur Instagram. J'étais en train de regarder le score que vous avez fait la dernière fois que vous êtes présenté à une élection. Ah ça, c'est marrant, c'est bien Vous, préparé. le grand avocat brillant, vous avez fait 12%. Oui. Vous avez fini 4e, vous vous êtes fait sortir et c'était pas très. C'était plus de 4 fois le score de C'était ma pas candidate. très fameux. Donc je pense que moi qui ai fait, allez, disons, 32% des voix aux élections européennes et 11 millions de voix C'est lors des remarquable, élections je vous législatives. félicite. Peut-être que, à part vous, il y a des Français Vous- qui trouvent un intérêt à ce Vous que tout je sois seul dans la vie politique. ou avec l'aide de Marine Le Pen Et que est-ce vous que je essayez les vends. Mais d'enterrer? je suis très fier de l'aide de Marine Le Pen. Je suis très fier de Je ce vous qu'elle a trouve un construit. peu ingrat par rapport à elle. Et croyez-moi que il y a beaucoup de Français pour qui on représente aujourd'hui une Ça, lueur c'est d'espoir. Ça, Monsieur Bardella, c'est une Et il y a réponse qui beaucoup est de gens préparée. qui considèrent que ce que nous disons aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la défense de notre identité dans beaucoup de territoires qui est en train de disparaître, eh bien sans doute beaucoup de nos compatriotes se retrouvent en adéquation avec les analyses que nous formons. Très Donc bien. je suis extrêmement fier, Ouais. moi, vous voyez, d'avoir été élu à plusieurs reprises parce que je pense qu'en démocratie, les juges ne sont pas les journalistes ou les observateurs de plateaux télé, mais ce sont les Mais Français. là-dessus, on est d'accord. Vous pouvez pas à la fois me reprocher d'être un observateur de plateau télé et d'avoir fait Oui, un mais- mauvais score quand je suis allé aux élections législatives. Je pense que vous êtes un peu déconnecté de ce que vivent les Français et que vous ne Ah, je comprenez pense pas. qu'il y a beaucoup Voyez de gens justement, Ah, Monsieur ouais. Bardella, c'est qui justement le ne grief. vivent peut-être pas dans le petit confort dans lequel vous vivez. Franchement, détrompez-vous. Je vais juste répondre en une seconde et laisser la parole à mes camarades. Mais justement, je suis un avocat indépendant. J'ai mon 12%. propre cabinet. Fini Oui, 4e. mais je vous souhaite C'est pas- de faire le même. Si vous aviez été au bout de vos études, vous auriez peut-être eu un métier comme le mien. Oh, quel Bah oui, mépris. excusez-moi. Voilà, les Bah, masques excusez-moi de vous le dire. tombent. Mais moi, je C'est gère pas déshonorant de ne un pas avoir un cabinet, master 2 je gère en droit, un monsieur, cabinet difficilement. Consigny. Je vis la vie quotidienne que vivent des milliers de petits patrons de PME en France et Oui. d'indépendants en France. Et je pense que ça me donne effectivement certains droits à m'exprimer sur la politique et à regretter sa dérive en série Netflix. Excusez-moi. Jordan Bardella. Et d'ailleurs, je me souviens que pendant les élections législatives, j'avais débattu avec Monsieur Consigny et qui me courait derrière dans les loges pour Alors- m'implorer de faire des photos avec ses collaborateurs, avec son équipe. de campagne. allez, Vous en mais souvenez, Monsieur prouvez-le. Consigny D'abord, ça c'est Vous ne me- totalement Vous ne me inexact. preniez pas pour un Instagrammeur à l'époque. C'est vous qui totalement- vouliez mettre la c'est photo sur Instagram, totalement Monsieur Consigny. inexact. Moi, je n'ai fait aucune photo avec vous. Je n'ai réclamé aucune photo. Non, Et vous mes- preniez et la mes photo, jeunes- vous. Et mes jeunes militants non plus. C'est vous qui draguiez tout l'étage. Vous preniez la photo, monsieur.
C'est vous qui Monsieur draguiez Consigny, tout Je l'étage. veux tout savoir. prenez la photo, monsieur J'adore. Consigny. Jordan C'est quelqu'un Bardella. qui séduirait une Monsieur chaise. Consigny. Dans un instant, avec la question de Joël Dagosseri et Je de pense avoir Bruno moins de points Poma. communs avec Lina Situation. Joël. Oui, alors, que dire? J'ai beaucoup de choses à dire. Première chose, je vais commencer par le style du livre, monsieur Bardella. Vous avez 29 ans? Vous êtes très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Pourquoi est-ce que le style du livre est si, excusez-moi du terme, mais ampoulé? C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez vous donner des airs de grands politiciens. Le style n'est pas du tout léger pour un homme, et même si vous êtes un politicien, mais de 29 ans. Je ne l'ai pas trouvé hyper digeste. J'ai trouvé que c'était beaucoup d'air de voilà, je sais bien m'exprimer et j'ai un grand parcours, etc. Je reconnais pas un jeune homme, parce que vous êtes un jeune homme, de 29 ans dans ce livre. Excusez-moi. Ce que je vous dis, après, les goûts sont dans la nature. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de. D'abord, je vous remercie de m'avoir lu. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le livre. Non, c'est pas. J'ai vendu 60 000 exemplaires du livre depuis une semaine, donc j'espère que je vais réussir à convaincre des gens qui nécessairement ne votent pas forcément pour le Rassemblement national. C'était un peu mon objectif. Moi, j'ai voulu écrire très simplement avec beaucoup de sincérité et raconter ce que les Français ne voient pas forcément, c'est-à-dire à la fois l'envers du décor de la vie politique et puis mieux me faire connaître aussi. Ouais. Je raconte mon enfance dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Ah bah ça, on va y Parce que je revenir. pense que c'est important. Mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent où on va, de savoir d'où on vient. Oui. Et moi, c'est cet environnement-là qui m'a amené à la politique, qui m'a fait me poser beaucoup de questions très tôt. Je raconte l'histoire de ma famille aussi sur l'immigration italienne, et je dis que il y a aussi beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration et qui ont tout fait pour s'assimiler. Vous avez grandi tous les deux en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs. Oui, on a cette chose en commun. Voilà, je crois qu'on a la Seine-Saint-Denis en commun. Mais bon, après, je vous demande pas d'aimer ce livre, mais je vous remercie de l'avoir lu. Est-ce que la Seine-Saint-Denis, qui est décrite par Jordan Bardella, c'est celle que tu as vécue, toi, Jordan? Il y a des passages que j'ai appréciés, mais il y a un passage que j'ai détesté. Ouais. C'est justement votre façon de parler de Saint-Denis. Alors, c'est pas que ce que vous dites est faux, parce que vous parlez d'islamisme, de délinquance, etc. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc je sais exactement ce qui s'y passe. Ce que je dis, c'est que vous expliquez que dans les années 60-70, il y avait une solidarité, donc ce que votre mère vous racontait justement de ce qu'elle a vécu dans les cités, donc cette solidarité entre habitants, etc., issus de diverses origines. Et tout d'un coup, cette solidarité aurait disparu. Et vous savez très bien que c'est faux. Vous savez qu'il y a de la délinquance, mais qu'à Saint-Denis et dans beaucoup de cités de France, justement, ce qui est très compliqué, c'est cette dualité entre la délinquance, les difficultés sociales, etc., mais aussi toute cette chaleur, cette solidarité entre habitants, entre voisins de palier, etc., et le côté aussi très, entre guillemets, familial qu'on peut retrouver quelquefois dans une cité. Et j'ai trouvé que vous aviez gommé complètement ce côté-là pour l'arrêter aux années 70, alors que c'est complètement faux. Moi, j'ai quitté Saint-Denis il y a à peine 2 ans. D'accord, j'ai fait toute ma vie entre Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, les Lilas. Donc j'ai tourné dans la Seine-Saint-Denis, je peux vous dire, je la connais par cœur. Je suis née à Aulnay-sous-Bois et j'en connais les difficultés. Par contre, le côté de ce que votre mère vous racontait sur la solidarité entre familles, etc., c'est toujours présent. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il a disparu de votre livre? Alors, Jordan Bardella. Enfin, c'est pas le... Pardon, mais c'est pas le cœur du livre. Moi, j'ai grandi dans une cité, la cité Gabriel Péret à Saint-Denis, qui est aujourd'hui aux mains du trafic de drogue, et je raconte l'enfer que c'est de vivre dans une cité quand on est une famille d'origine de classe modeste, qui, lorsqu'elle rentre chez elle, doit être fouillée par des trafiquants de drogue, qui a systématiquement des peurs et des craintes quand ses enfants sont seuls en bas de la cité, rentrent seuls tard le soir parce qu'il y a la peur d'être agressés. Les difficultés à accéder à un certain nombre de services publics parce qu'encore une fois, à l'école, la violence, le communautarisme, la pression des fondamentalistes islamistes anéantit pour beaucoup toute possibilité d'étudier sereinement. Et je raconte ce quotidien-là. Je ne dis pas que tout est chaotique. Enfin, c'est pas vrai que vous avez du trafic de drogue à l'entrée de la cité. C'est pas vrai que certaines personnes sont fouillées quand vous rentrez dans la cité. Étudier tranquillement à Saint-Denis. Ma fille, elle était à Aubervilliers. Elle rentrait de l'école tranquillement. Elle a étudié. Déjà, c'est une ville de 100 000 habitants. D'accord, c'est une très grande ville, Saint-Denis du département. Voilà, exactement, 120 000. C'est une très grande ville du département. Et cette ville, toutes les écoles ne sont pas gangrénées par l'islamisme, c'est pas vrai. Heureusement, oui, on est en train d'en prendre le chemin. À ce moment-là, non, arrêtez. Surtout que c'est une ville en plus qui a
énorme pôle économique. Donc, c'est une ville très bien desservie. Donc, c'est une ville qui gagne des habitants. Qui se boboise aussi. Qui se boboise énormément. C'est une des villes les plus criminogènes de France. Oui, mais c'est une ville qui se boboise énormément, tout comme Aubervilliers, tout comme toutes les petites villes de la petite couronne. Si, Madame, les villes se boboisent pas, les gens ne vivent pas ensemble. Il y a des quartiers qui se boboisent. Oui, et donc les gens, ce qu'on appelle les bobos, viennent à la plaine Saint-Denis, ils viennent dans certains immeubles dans le centre-ville, mais ils ne vont pas dans les cités, ils ne vont pas à la cité du Franc-Moisin, ils ne vont pas à la cité Gabriel-Péri. Mais à ce moment-là, pourquoi en faire une peinture qui ne décrit que les Francs-Moisins ou la cité Gabriel-Péri? Pourquoi ne pas dire effectivement que c'est une ville qui se boboise, c'est une ville qui attire énormément de Parisiens, c'est une ville qui a un pôle économique de ce que vous connaissez. Vous êtes parti quand? Je suis parti en 2019. En 2019. Mais je parle de ce que j'ai vécu. Quand je raconte, si vous voulez, que l'assaut contre les terroristes du Bataclan nous réveille en pleine nuit et a lieu à 100 mètres de chez moi, on nous présente les djihadistes comme étant la veille partis en Syrie, on les retrouve à quelques dizaines de mètres du domicile. Ça existe. Ça existe, c'est une réalité. Quand j'explique la manière dont vous avez des écoles coraniques avec des gamines de 5 ou 6 ans qui portent le voile islamique, ça existe. Donc, il y a des gens qui vont lire, moi je connais Saint-Denis, donc je le lis et je sais faire la différence. Mais ce livre-là va être lu par beaucoup de Français, et tant mieux pour vous, qui vont lire votre livre et penser que Saint-Denis, ça n'est que ça. Ça n'est pas que ça, et vous le savez très bien. Donc, ce serait bien pour quelqu'un qui a vécu dans une ville d'en faire une description plutôt fidèle. J'ai pas le même regard. Ah bah non, mais je ferme pas les yeux sur la réalité. Et encore une fois, je dis pas que ce que vous décrivez n'existe pas. Je dis pas qu'il y a un biais politique dans la vision. Ce bouquin, c'est pas l'office du tourisme de la ville de Saint-Denis. Je parle de mon parcours, de mon enfance dans la cité Gabriel-Péri. Bruno Pomar. C'est pas un bouquin pour l'office du tourisme. Jordan Bardella, votre cheval de bataille, c'est la sécurité? En partie. On le sait, en grande partie d'ailleurs, avec l'immigration. Vous avez fait une prise de guerre à la personne de Mathieu Vallée, qui est un copain que je connais bien, qui était un ancien commissaire de police et qui est aujourd'hui député européen. Vous ne trouvez pas que Bruno Retailleau a pris le secteur de la sécurité en main? Darmanin l'avait déjà fait en partie, il a fait beaucoup de choses quand même. Mais là, vous n'avez pas l'impression que Retailleau est en train de manger sur votre comment dire, précaré politique. Plan politique sécuritaire pour la société. Et deuxième question, qu'est-ce que vous envisagez à 2027 en termes de sécurité pour notre pays, cette fameuse sécurité globale dont on parle tant et dont on a tellement besoin? Moi, je fais beaucoup de villes tout au long de l'année, je me rends compte des problématiques de sécurité qui sont grandissantes. Quel est votre point de vue? Je vais d'abord vous répondre sur l'essentiel, sur ce qui intéresse les Français, parce que ce que je pense de M. Retailleau, à la rigueur, c'est de la politique politicienne. Je pense que l'insécurité aujourd'hui n'épargne plus aucun territoire, et que la situation de désordre qui règne aujourd'hui dans d'innombrables territoires, et pas seulement dans des villes comme Saint-Denis qui sont minées par la criminalité, par l'insécurité, mais aussi désormais dans les grandes villes où il y a beaucoup de femmes qui développent des stratégies d'évitement, qui n'osent plus sortir dans les rues sans les écouteurs, adaptent leur tenue, changent de trottoir pour ne pas être inquiétés. Dans nos campagnes où on a vu pendant les émeutes, et je raconte d'ailleurs que pendant les émeutes de 2023 à la suite de l'affaire Naël, il y a beaucoup de territoires, et notamment des territoires ruraux, je parle de villes paisibles comme Montargis qui ont été épargnées en 2005 lors des premières émeutes, qui sont aujourd'hui submergées par la violence. Et on avait vu d'ailleurs dans le centre-ville, un des immeubles, avec la pharmacie, partir en fumée, s'effondrer, beaucoup de commerces qui avaient été cassés. Donc je pense qu'il faut une réponse qui est évidemment une réponse sécuritaire, mais il faut surtout une réponse pénale. Et M. Retailleau, qui je crois est quelqu'un de sincère, au fond, n'a aucune légitimité, aucun moyen d'action. Parce que quand on propose à l'Assemblée nationale le rétablissement des peines planchées, c'est-à-dire en gros l'instauration de peines minimales dans le droit français, quand on propose l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, on sait qu'une grande partie de la délinquance de rue est aussi liée à notre incapacité à maîtriser les flux migratoires. Les soutiens de M. Retailleau à l'Assemblée nationale s'y opposent. Donc il y a les déclarations et puis il y a les actes derrière. Donc moi je pense qu'il faut un tour de vis en matière pénale. Il faut rétablir des peines planchées très vite. Il faut mettre fin aux remises automatiques de peine. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers. Il faut suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Il faut abaisser la majorité pénale et réduire l'excuse de minorité, parce qu'on sait qu'une grande partie de la délinquance, notamment dans la rue, est aussi liée aujourd'hui à notre incapacité à enrayer la spirale de violence chez les mineurs. Donc, il ne faut pas avoir les yeux fermés sur la situation, mais si on veut rétablir la sécurité et protéger les Français, on pourra mettre tous les moyens qu'on veut en matière de police. Il faut changer notre politique la sécurité pénale. La sécurité au quotidien, parce que tout ce que vous me dites, moi je suis d'accord sur le principe, il n'y a pas de souci. Ce que pensent les Français, c'est ce sentiment d'insécurité permanent. Moi je peux vous assurer, je vais dans beaucoup de villes et c'est mon dada.
Et les gens ne sont pas rassurés. On ne voit pas assez de monde sur le terrain, etc. Compte tenu des effectifs. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de l'armée aussi dans les quartiers? Mais je pense que l'armée dans la rue, ça s'appelle la gendarmerie. Ça a d'ailleurs été précisément, ça a été créé pour, et je pense que si on veut rétablir l'ordre dans un certain nombre de quartiers, il faudra envoyer évidemment des brigades de gendarmerie, des brigades de police. Mais encore une fois, faut-il leur donner les ordres pour agir, et surtout, il faut derrière que la justice soit implacable. On parle beaucoup du trafic de drogue en ce moment. On sait qu'on a 5000 chefs de gang, têtes de réseau qui sont identifiés par les services de renseignement. Il faut les mettre hors d'état de nuire sur le plan du droit. Mais combien de personnes passent 10, 15, 20, 30 fois par le commissariat? Combien de ces personnes ne sont jamais inquiétées et lorsqu'ils sont poursuivis, voient les peines aménagées à partir du moment où ils sont sanctionnés? Donc je pense qu'au-delà de 6 mois de prison ferme pour des faits d'atteinte à l'intégrité physique, il ne doit pas y avoir d'aménagement de peine. Mais je me demande si vous ne faites pas fausse route aujourd'hui dans votre stratégie de dédiabolisation, c'est ce qu'on a dit, de se présenter finalement avec le meilleur visage possible pour rassurer le plus grand nombre et gagner la présidentielle, parce que effectivement vous êtes rattrapé par des... Faut déraper, Non, mais vous êtes rattrapé par des Bruno Retailleau qui finalement veut faire ce que vous préconisez. Il vient d'arriver. Et vous êtes aussi quand même en porte-à-faux avec le succès de Donald Trump. Donald Trump vient de prouver qu'on peut être transgressif, on peut être parfois même agressif, voire ordurier, renverser la table et redevenir président de la première puissance du monde. Est-ce que c'est pas le chemin de Trump que vous auriez dû suivre plutôt que celui d'Alain Juppé, c'est-à-dire devenir quelqu'un de droite, mais de la droite convenable, de la droite fréquentable, et finalement de la droite qui va se dissoudre dans les autres droites? Mais en fait, vous dites ça parce que vous osez pas avouer que vous êtes d'accord avec les propos que je viens de tenir. Voilà, et que donc ça vous étonne sans doute et ça étonne sans doute beaucoup de gens. Non, le problème c'est pas moi. Non mais si, je veux dire, vous et votre ambition. Vous me reprochez de ne pas déraper. Vous me reprochez de ne pas avoir de propos outranciers. Vous me reprochez de ne pas avoir de propos qui puissent paraître déraisonnables. Je pense que ce que j'exprime sont des idées de bon sens qui sont partagées par beaucoup de Français. Maintenant, la France, c'est pas l'Amérique. Le style Donald Trump, c'est un style qui est proprement américain. Quand on regarde effectivement les débats aux États-Unis, c'est un style qui est américain. C'est pas un style français. Il y a quand même l'idée en France d'une forme de modération. Et pardon, mais je ne suis pas comme ça, donc je vais pas me mettre à insulter tout le monde, à déraper sur les plateaux de télé, juste parce qu'il faut faire comme Donald Trump aux États-Unis. Ce n'est pas moi, et je ne vais pas m'inventer une personnalité. Justement, monsieur, sur le fond. Vous, je sais, vous n'êtes pas tout à fait sur la ligne de Marine Le Pen. Mais est-ce qu'il n'y a pas maintenant un énorme besoin en France, justement, de sortir de la modération, de sortir de cette espèce de centrisme dans lequel, en effet, vous basculez peu à peu, alors qu'on est aujourd'hui le pays le plus taxé du monde et le pays qui consacre la part de son PIB à la dépense publique la plus importante du monde. Moi, quand je regarde le programme du RN, je vous donne 2 exemples. Je vois que vous ne voulez rien changer sur les retraites, vous voulez même rabaisser l'âge de la retraite à 60 ans, alors que, honnêtement... C'est pas vrai. Si, 40 annuités, 60 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Oui, mais donc... D'accord, les métiers difficiles. On sait, monsieur Bardella, que les retraites, c'est un coût énorme pour la collectivité. Et c'est ce qui fait qu'on a des charges sur les salaires aussi élevées, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas compétitif et qu'on a une économie en berne. Donc ma question elle est simple. Vous êtes très très à droite sur la sécurité, etc. D'ailleurs, sur la justice, vous dites une chose et son contraire, parce que vous voudriez qu'elle soit très sévère, mais pas vous concernant. Mais bon, mais ça n'est pas vrai. Si, là, c'est ce que vous venez de dire. Tout le monde s'est récrié sur les réquisitions du parquet, etc. Donc, quand elle vous concerne, il ne faut pas qu'elle soit ferme. Quand elle concerne les petits loulous de banlieue, il faut qu'elle soit... Mais peu importe, ça c'est anecdotique. Il n'y a pas peu importe. Ça c'est anecdotique. Mais en revanche, sur l'économie, monsieur Bardella, en fait, je trouve que le programme du RN, il est presque un programme de gauche. Il reste dans tout ce qui ankylose notre pays depuis des années. Alors, réponse. Et ce qui l'empêche je ne trouve pas très courageux là-dessus. Alors, je veux bien, mais c'est transgressif. Vous mettre d'accord, parce qu'on me reproche de ne pas être suffisamment outrancier, et on me reproche d'être de gauche en économie. Donc, et puis sans doute quelqu'un dira que je suis d'extrême droite. Donc, sur l'économie, je pense que vous êtes de gauche. Peut-être comprendre que le vote pour le Rassemblement national aujourd'hui est un vote qui est très divers. Moi, je l'ai dit sur le programme économique, je pense qu'il faut qu'on porte 2 ambitions aujourd'hui. D'abord, il faut refaire de la France une économie de production.
Parce que je crois qu'il y a beaucoup de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et qu'on affrontera précisément le mur de la dette si on est capable de recréer de la richesse dans notre pays. Et quand on voit que le prix de l'électricité est notamment deux fois plus élevé qu'aux États-Unis, quand on voit que nos entreprises ont des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne, quand on voit le fardeau normatif, la multiplication de normes qui pèsent par exemple sur les agriculteurs qui aujourd'hui subissent une concurrence déloyale parce qu'on leur impose toujours plus de paperasse, toujours plus de bureaucratie et que de l'autre côté on laisse rentrer sur le marché commun des produits qui ne sont pas soumis à ces mêmes normes, ça pose un problème. Et deuxièmement, il faut revaloriser le travail. Moi je me réjouis pas que le premier emploi significatif en France, ça soit 27 ans quand c'est 23 ans en Allemagne, donc il y a un problème de taux d'activité. Et moi, je pense que la réforme que nous avons portée était une réforme qui visait précisément à rentrer plus tôt sur le marché du travail. Maintenant, je l'assume, c'est un choix de société. Quand vous faites un métier difficile, monsieur Consigny, quand vous n'avez pas notre chance de travailler dans des bureaux où on a des conditions qui sont quand même un peu moins difficiles, il faut le dire, que des gens qui travaillent dans le BTP, qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent sur un champ d'agriculteur, eh bien, nous, on peut partir plus tard. Nous, on peut partir à 64 ans. Mais pardon, même 64 ans, ça suffit pas. Pardon, quand vous avez des gens qui ont le dos cassé, qui ont le corps usé et qui n'arrivent plus à dormir la nuit parce que le dos est cassé par le travail, et ben cette France-là, pardon, elle a le droit de partir un petit peu plus tôt. Et moi, je pense que quand vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous devez pouvoir partir avec 40 annuités parce que les carrières longues, ça doit être notre priorité. Il y a 2-3 dernières questions encore à vous poser. Je vous en prie. Dans un instant, avec vous, Jordan Bardella. RMC, 9h midi, les grandes gueules.